Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à toute l'équipe du Centre culturel irlandais de nous réunir autour de ce grand écrivain, de cette grande écrivaine, Edna O'Brien. Alors, concernant les faits réels dont s'inspire Edna O'Brien pour écrire son roman, en voici les grandes lignes. Dans le comté de Clare, en avril 1994, une jeune femme de 29 ans et son fils de 3 ans disparaissent. Le curé du comté de Galway disparaît à son tour quelques jours plus tard, et quand on retrouve leur voiture calcinée, les soupçons se portent aussitôt sur Brendan O'Donnell, un jeune du pays revenu d'Angleterre en liberté surveillée. O'Donnell est arrêté après 6 jours de cavale, au cours de laquelle il enlève une autre jeune fille qu'il finit par relâcher. Au final, on retrouve le corps des 3 disparus dans la forêt voisine, tous abattus à bout portant. Accusé des 3 meurtres, Brendan O'Donnell est jugé en 1996 par la cour d'assises de Dublin qui le condamne à la réclusion à perpétuité. Un jour de juillet 1997, le personnel infirmier de l'hôpital psychiatrique central de Dublin le retrouve mort dans sa cellule. Traduite ici de l'anglais par Pierre-Emmanuel Doza, Edna O'Brien construit sa narration en croisant les destins de 2 protagonistes. Par alternance, au fil des chapitres, nous suivons pas à pas le tueur et sa victime emblématique, une jeune femme aux longs cheveux, indépendante, artiste et mère célibataire d'un jeune garçon âgé de 5 ans. Autour d'eux, tous les acteurs d'un drame de village au cœur d'une société irlandaise engluée dans ses contradictions et ses dysfonctionnements, sans oublier celle qui donne son titre au livre et que l'auteur décrit en ouverture, une forêt. À cheval, sur 2 comtés et plusieurs communes, un corps assoupi de verdure, que seul vient briser ici ou là un drôle de pin qui fait des siennes, maigrichon, fantasque avec ses broutilles égarées de chaque côté en forme de croix. À l'intérieur, le vent piégé répand le frémissement d'une mer lointaine, et les grands troncs élancés des épicéas sont tellement serrés les uns contre les autres que les écorces prennent une couleur brun-gris, que la lumière devient de plus en plus sombre en une chambre de non-lumière. À l'entrée la plus éloignée, sous le versant d'une montagne songeuse, une cabane de bois, engorgée de ronces et d'églantiers, où une chèvre morte s'est décomposée et a empesté au cours de ces folles journées suspendues et affligeantes. C'est alors que la forêt perdit son ancien nom et son innocence d'antan dans le cœur des gens. Le Kinderschreck, entendez le croque-mitaine, c'est le nom que lui a donné l'Allemand quand il a volé le fusil. Avant cela, il a été Michen, du nom d'un saint, puis Mich, le chouchou à sa maman, puis Fiston, lorsqu'on l'envoya là-bas, puis Petit, lorsque le père Damien lui demanda de s'occuper des fleurs et des burettes dans la sacristie, puis Kay, pour O'Kane, quand commencèrent ses voyouteries. Il avait 10 ans quand il prit le fusil. Ils le prit pour ne pas avoir peur. Ils le bouclèrent à cause de cela. Ce fut son premier contact avec une arme, sa première bouffée de pouvoir. Elle était lourde. Quand il l'adressait, elle était plus grande que lui. Il ne savait pas s'il aurait le cran de tirer. Ses mains tremblèrent quand il la chargea, et pourtant il la chargea avec un savoir qu'il ne savait pas posséder. Puis il la serra contre lui et lui donna un nom. Il l'appela Rod. Je voulais pas tuer. Juste faire peur à quelqu'un. Il voulut le dire.
Mais il ne lui fut pas possible de le dire, parce qu'il le rossait, l'attrapait et l'emmenait de force. Il y avait là le gendarme, le sergent Willis, son père et Joe Mangan, le sale type qui jeta sa pelle sur lui et lui reprocha de rouler en bicyclette sur le béton tout frais et de saboter son travail. Ce n'était pas lui qui avait roulé dessus en bicyclette. C'était Paul, le propre fils de Joe Mangan, mais c'était lui qui avait morflé. Dès que ça n'allait pas, c'était toujours lui qui morflait. Et il n'y avait personne pour prendre sa défense parce que sa mère était morte. Il disait qu'elle était morte, mais elle ne l'était pas. Ils l'ont enterrée vivante, étouffée. Ils lui ont fait monter des volets d'escalier de pierre, puis l'ont fait entrer dans une chambre froide pour la lui montrer allongée sur une table, sans couleur aux joues, sans un souffle. Dehors, il neigeait. C'était la neige qui la rendait blanche et qui blanchissait le monde. Elle n'était pas morte. Ils lui ont dit cela simplement pour le tromper, parce qu'il était son chouchou. Ils étaient jaloux, voilà ce qu'ils étaient. Ils l'ont mise dans un cercueil et l'ont enterrée. La nuit, il est sorti pour aller lui parler. Et elle lui a répondu. Il s'est glissé par la fenêtre, a couru à travers champs jusqu'à la tombe au bord du lac. Il a gratté la terre avec ses mains et fait un trou par où il pourrait parler à sa mère et où elle pourrait entendre. Elle promit de revenir et de le sauver quand elle serait moins fatiguée. Son idée, c'était de s'enfuir en attendant, de vivre dans la forêt, de se nourrir de noix et de baies et, l'hiver, d'aller d'une maison à l'autre, quémander de quoi manger. Il se donnerait un nom secret, Kaoilte, le nom des forêts. La première fois qu'il passa presque une nuit là-bas, il était mort de peur et mortellement excité. Il avait des taches devant les yeux et des scintillements, différentes couleurs. Il se mit à quatre pattes et cassa des bâtons, construisant une phrase autour des mots totémiques « Dieu me hait »,« Papa me hait »,« On me hait ». Dans la forêt cette nuit-là, il vit des choses que personne d'autre ne voyait. Ni les fils de Joe Mangan, ni les fils de personne, rien que lui. Il grimpa dans un arbre et s'y cacha. Un renard, une femelle, lâcha un cri qui l'effraya. C'était comme une femme qui aurait la gorge tranchée, mais en pire. La renarde appelait son compère, son mari. Elle était en fâcheuse posture, de même que les faisans qui faisaient de drôles de glou-glou pour s'avertir du danger. Il entendit un blaireau aboyer et il plongea dans les branches parce qu'il connaissait un homme qu'un blaireau avait mordu et qui disait que c'était pire qu'une morsure de chien. Il jura alors de vivre dans les bois, de se construire une cabane de rondins dans les arbres, avec un plancher, des chaises et une échelle de corde pour y monter. Sa mère et lui habiteraient là, loin de son père et de tout le monde. Il y pensait quand une princesse approcha en volant. Elle avait un long manteau blanc et des cheveux très longs qui lui tombaient aux chevilles. Elle portait des pantoufles. Sa mère était encore à la maison, son père l'attaquant avec un tisonnier. Elle lui cria de déguerpir, de filer dans les bois, et elle resta derrière pour prendre les coups. Il en avait reçu un. Il avait du sang au coin de la bouche, du sang qui lui avait coulé de l'oreille, et il appliqua dessus une broutille de pain pour l'arrêter. Le truc, c'était de rester éveillé à tout prix. Il y avait des bruits, il y avait du silence, et plus le silence était fort, plus le bruit qui suivait était effrayant. Il attendait que sa maman arrive, mais il avait peur qu'elle soit morte. C'était la pleine lune, et elle marchait à travers le ciel, et par endroits la lumière se répandait sur le sol, là où il n'y avait pas d'arbres. Ça s'appelait une clairière, il l'avait appris à l'école. Quand sa mère arriva, il dormait comme une souche. Mich, Mich, Mich.
Il faisait semblant de ne pas l'entendre, et il faisait semblant de se réveiller. Elle le fit atterrir, et lui tordit le nez en répétant « Tête de linotte, tête de linotte ». Elle avait perdu une dent de devant, et elle n'était plus aussi bien. Il mit son doigt dans le trou et sentit l'humidité du sang. Il le goûta. C'était chaud. Sa mère et lui n'étaient pas deux personnes, ils ne faisaient qu'un. « J'ai vu une belle dame. »« Oui, continue. »« Elle se rendait à son mariage. »« Mais comment le sais-tu, Mich ? »« Elle avait des pantoufles d'argent. » Sa mère le porta à travers la cambrousse, et la lune était une lampe qui indiquait le chemin. Elle dit qu'il était un garçon courageux de rester tout seul dans la forêt et de ne pas hurler comme cette sotte de renarde. Elle dit qu'il était un vrai fils de la forêt. Le lendemain, il écrivit sur la couverture de son cahier à l'école « Je suis un vrai fils de la forêt ». Quand le juge rendit sa sentence, il ne la comprit pas. Un centre de détention, qu'est-ce que ça voulait dire? La voix du juge était très basse, mais sa figure toute rouge. Le sergent Wheeler remercia le juge et ils sortirent tous ensemble. Dehors, sa sœur lui expliqua qu'on allait l'envoyer à Saint-Malachie et qu'il avait bien de la chance qu'il y ait de la place, parce que c'était un coin très joli. Il pleura, cria et s'enfuit dans la rue, mais ils le rattrapèrent et le ramenèrent en le traînant. « Si jamais tu essaies de t'échapper, je te traquerai comme un chien, jusqu'à ce que je te trouve !» lui dit le sergent Wheeler, la haine aux yeux. Sa sœur dit que c'était juste pour un petit moment, que c'était un endroit charmant, avec une piscine, comme qui dirait un camp de vacances. Il rentrerait à la maison à Noël, et il pourrait écrire des lettres, alors il ne devait pas pleurer. Je voulais pas tuer, juste faire peur à quelqu'un. Quand ils arrivèrent là-bas, le sergent Wheeler le remit entre les mains de frère Finbar, et frère Finbar le fit entrer, puis ferma la porte et la verrouilla. Frère Finbar avait une grande robe marron avec 2 grains de rosaire qui se balançaient. Ils marchèrent vite, le frère Finbar lui expliquant qu'on allait lui apprendre les bonnes manières. On le fit entrer dans un vestiaire pour lui donner des habits. Frère Finbar et lui se bagarrèrent à cause de son pull, celui que sa mère lui avait tricoté quand elle était malade à l'hôpital. Il était violet et rouge, avec des manchettes bleu marine et un gland de toutes les couleurs accroché à la fermeture éclair. Il avait l'odeur de sa mère, et quand il le portait, il sentait ses mains douces et ses baisers. Il ne voulait pas s'en séparer. Il ne voulait pas lever les bras pour le retirer. Frère Finbar essaya par tous les moyens, puis trouva une maille à hauteur de la taille et se mit à tirer. Il voyait les couleurs se défaire, le bleu marine, le violet, le rouge, comme si c'était sa mère qu'on étripait, et les fils s'enroulaient en tombant par terre comme des vers sur le sol carrelé. On lui remit des culottes courtes, un veston 3 fois trop grand pour lui et des bottes cloutées. « Tu porteras nos habits aussi longtemps que tu seras ici !» ne cessa de hurler frère Finbar. « Aussi longtemps que tu seras ici, sera ici. Tu rentreras chez toi quand tu auras perdu toute trace d'effronterie. Et ça prendra le temps que ça prendra. » Il mouillait toujours son lit. Il se réveillait avec cette affreuse odeur de linge trempé. Et frère Jude, qui glissait sa main sous la couverture et le tirait du lit en l'attrapant par son miquet. « Espèce de cochon malade !» Il l'emmena dans une chambre qui donnait sur le dortoir. Le martinet y était conservé dans un réfrigérateur pour qu'il reste froid et dur. Une lanière de cuir avec des clous des 2 côtés. Il le fouetta sur les 2 fesses et sur les jambes et sur les bras, mais pas sur la figure. Sur la figure, il lui flanqua juste un coup de poing. Quand il retourna au dortoir,
Tous les garçons s'attroupèrent autour de son lit pour savoir ce qui s'était passé, demandant si Jude lui avait fait le coup de la pêche à la mouche ou s'il l'avait tripoté avec son attirail. Dans la matinée, il reçut une autre correction du préfet parce que la laise de plastique était mouillée et sentait mauvais. Il le frappa avec une brosse de WC. Un matin, c'est un prêtre qui sonna la cloche du petit déjeuner. Le père Damien. Le père Damien venait d'Afrique et il avait le teint hâlé par tout ce soleil. Il n'en avait rien à faire des pipis au lit et il l'appelait « Petit, alors qu'est-ce qu'il y a, petit, qu'est-ce qu'il y a ?» Le père Damien lui donna un caramel blanc avec des bouts de noisettes, et lui dit qu'il avait bien de la chance, qu'il allait l'aider à la sacristie. Il ne serait pas encore enfant de cœur, mais il le formerait. Il remplirait les burettes de vin et d'eau et préparerait les vases pour les fleurs. C'étaient les premières fleurs qu'il sentait depuis des mois. Elles étaient blanches avec des bouts de jaune, couleur jaune d'œuf, et à la maison elles poussaient dans les champs. À la maison on les appelait lys de tourbière. Un soir, après la bénédiction, ils étaient dans la sacristie, et le père Damien portait un habit blanc comme une robe avec de grandes poches. « Mets la main dans ma poche, petit !» Dans la poche, il y avait un bonbon. Le père Damien lui dit de laisser sa main dedans jusqu'à ce qu'il lui dise de la retirer. Il sentit le gonflement, le sien et celui du père. Il piqua un phare et il sentit quelque chose de chaud et humide entre les jambes. Et le père Damien s'accrocha à lui jusqu'à ce qu'il eût terminé. « Un brave petit, fit-il, brave petit. » Et il lui demanda d'en parler à personne. C'était bientôt Noël. Mais il ne rentrerait pas à la maison. Il ne pleurait plus guère, il endurait les raclées, il retenait ses larmes, aussi simple que de mettre un bouchon à une bouteille. Le père Damien le prit à part et lui demanda ce qu'il voudrait pour Noël. Il dit qu'il voudrait bien une guitare. Le père Damien lui donna une minuscule boîte de chocolat et une image pieuse. Il mangea les chocolats assis dans le jardin et se demanda s'il allait neiger. Après l'école, on l'envoya travailler au champ, c'était sa punition. Lui et d'autres garçons ramassaient des patates dans des fosses et les mettaient en sac. Quand ils eurent terminé, ils lui dirent qu'ils avaient une affaire à régler avec lui. Ils allèrent à l'autre bout du champ, à l'endroit le plus éloigné de l'école, où se trouvait une vieille charrue avec un coussin de voiture dessus. Ils savaient bien ce qu'il avait fabriqué avec le père Damien. Et ils dirent qu'ils allaient la lui couper. Il hurla, se cramponna, supplia, et l'un d'entre eux dit « C'est bon, c'est bon. » Il en sera quitte avec un avertissement. Ils lui enfoncèrent la tête dans le coussin et lui enlevèrent sa salopette. Chacun prit son tour. C'est à peine s'il put revenir tellement il avait mal, et il saignait. Il rêva de fuite, parce que s'il en rêvait, ça arriverait. Un matin sur deux, on les envoyait, lui et un autre garçon, chercher le lait au portail. Un matin, l'autre garçon était malade et il y alla seul. La routine était toujours la même, le chauffeur sortait les cagettes pleines, reprenait les vides et repartait. « Oh, sapristi !» fit le chauffeur quand il le découvrit en ville, caché au fond de sa camionnette. Il lui raconta qu'on l'avait retenu prisonnier là-bas et qu'il avait conclu un pacte avec sa grand-mère, qu'il s'enfuirait à la première occasion. Le chauffeur ne voulut pas le croire, mais c'étaient des foutus salauds, il le savait, et il le laissa filer. Il courut chez lui, mais il ne rentra pas à la maison. Au bout de 3 nuits trempé comme une soupe et effrayé, il frappa à la porte
de M. Cleary, quelqu'un qu'il connaissait. L'homme n'arrivait pas à y croire, mais il le fit entrer, et ils le séchèrent et lui donnèrent un chocolat chaud, et il dormit dans la chambre avec 2 de leurs fils qui avaient peur de lui. Il devina qu'ils avaient peur de lui, parce que quand l'un alla aux toilettes, l'autre y alla aussi, histoire de ne pas rester seul avec lui. L'homme était allé voir les gendarmes parce que il y avait un mandat le concernant. Il fallait le ramener à l'endroit d'où il s'était enfui. Il eut droit à un sursis de 7 jours, puis il tomba malade, le médecin vint. On allait lui accorder 14 jours au total. Il aida l'homme à rentrer les vaches et fit de drôles de boulot dans les champs. Un soir, l'homme trayait les vaches. Il s'assit à côté de lui dans l'étable et lui raconta ce qu'on lui faisait là-bas. Et l'homme lui demanda à plusieurs reprises si c'était vrai. Oh, ma parole. L'homme le serra dans ses bras et cessa de traire. Des gouttes de lait tombèrent sur le sol. Il dit qu'il allait en parler à sa femme et qu'ils allaient en référer aux autorités. Il était chez eux maintenant. Il faisait partie de la famille. Dans la soirée, ils dînèrent. La femme servit de la viande et des légumes dans des assiettes à soupe, puis ce fut du gâteau aux pommes ou de la gelée. Après quoi, l'homme ouvrit la porte et émit un genre de gloussement. Ces lapins apprivoisés sortirent de leur clapier et se mirent à courir dans la cuisine. Dustin, le préféré, grimpa sur l'homme, monta sur ses genoux, puis sur ses épaules pour lui mordiller les oreilles. Les autres se perchèrent sur le bord de la cheminée. Tout le monde rit, il rit, lui aussi. C'était la vie de famille, un dîner, du gâteau aux pommes, un calendrier au mur et un disque pour que les lapins dansent la valse. Au lit, les fils essayaient de le faire parler, qu'il raconte comment c'était au château. Mais il ne voulait pas. Il connaissait des choses qu'il ne connaissait pas. Il savait qu'on l'avait éloigné parce qu'il avait essayé de flinguer son père et le sergent Willet. Tout le monde le savait, la preuve. Il y avait un trou dans le panneau de la porte. Tout le monde pouvait le voir. Un jour, après avoir planté des choux, l'homme s'assit sur un banc de bois dans le jardin pour avoir une petite discussion avec lui. Il se dit que c'était pour le renvoyer là-bas, mais ce n'était pas ça. L'homme lui demanda si ça lui plairait de faire partie de leur famille, de devenir l'un d'eux, un fils. Il répondit qu'il ne savait pas. « Ça te dirait si je t'adoptais » demanda l'homme. « Je sais pas. »« T'adopter légalement. »« Vous pouvez ?» L'homme expliqua que ça prendrait du temps, qu'il faudrait passer par tous les circuits réglementaires, mais il avait confiance. Son père lui avait donné sa permission. Son père ne voulait pas le voir revenir à la maison et sa sœur était partie. Elle était allée habiter chez sa mamie. L'homme lui demanda si ça lui plairait d'avoir un autre nom et il dit que oui, qu'il aimerait bien s'appeler Kaohilt, le nom de la forêt. C'est à peu près 1 mois plus tard que ça le reprit. Il se mit à détester les lapins et les soins qu'on leur prodiguait, tout le plat qu'on faisait autour d'eux, le gloussement et l'avoine qu'on répandait sur le sol de la cuisine pour eux, leur repas. Il détestait d'autres choses aussi, les fils qui prétendaient qu'il était leur frère alors que c'était pas vrai. Il connaissait les moindres mouvements des lapins, le moment où ils sortaient dans la soirée et gambadaient dans les champs et grignotaient l'herbe, à l'heure où les corbeaux croassaient, puis le gloussement et leur attroupement quand ils venaient se faire cajoler. Ce jour-là, il sortit un peu plus tôt, mit de l'avoine dans un bout de carton et en fit des petits tas. Il en vit plusieurs appliqués, mais il en repéra un en particulier qu'il lui plairait de tuer, un gnangnan, un gringalet.
et il lui flanqua un grand coup de pelle sur la nuque et il tomba sur le côté comme un gant. Personne ne l'aperçut. Le lendemain matin, le chien rapporta sa carcasse et la déposa sur les escaliers. Personne ne dit rien. Les ennuis ne commencèrent qu'après qu'il eut tué les chatons. L'un des deux fils le vit, caché dans le hangar au foin, il l'avait épié le mouchard. 6 chatons en tout, collés les uns aux autres dans leur sommeil, un jeu d'enfant, comme d'écraser un pouls, excepté le couinement et le sang. Le fils a couru à la maison en hurlant, et la mère est sortie. Elle s'est signée, et il lui a demandé pourquoi, au nom de Dieu, il avait fait une horreur pareille. Penchée au-dessus des chatons, elle lui demanda quel tort il lui avait fait. Il répondit que c'était pas lui, que c'était quelqu'un d'autre. Un garçon qui était arrivé en vélomoteur, puis qui avait filé. C'est le père qui lui annonça la nouvelle dans la salle à manger. Il y avait le père et lui. Le père lui tendit les papiers, les documents pour l'adoption et dit qu'il faudrait attendre. Il devrait retourner quelque temps au château, parce que tout était embrouillé dans sa tête. Il se mit par terre et s'accrocha au pantalon du monsieur. Mais l'homme dit que ce n'était plus de son ressort maintenant, c'était entre les mains de l'État et des travailleurs sociaux et des gens qui avaient l'expérience de ces choses-là. « Me renvoyez pas. Me renvoyez pas. » Il tomba à genoux et cria ces mots de plus en plus fort. « Me renvoyez pas là-bas. Je me tuerai. » Il se le répéta alors qu'il roulait dans la nuit sous la pluie. Il crut que s'il le disait assez souvent, sa prière serait exaucée. Mais il n'en fut rien. Beaucoup plus loin dans le roman. Le sergent Willet répare sa haie pour barrer le passage au foutu bœuf de McCarthy. C'est une haie de briques et de broc, des aubépines, des troènes et toutes sortes de feuillages entremêlés qui n'en font qu'à leur tête. Les sales bêtes de McCarthy y ont fait de gros trous et elles ne cessent de passer. Elles la franchissent tout le temps, piétinant la pelouse de sa femme, les plates-bandes de sa femme. Armé d'un fauchard, il attrape l'extrémité des branches les plus hautes, les noue les unes aux autres avec ses mains, puis s'en sert pour combler les brèches. Il voit un jeune, en blouson d'aviateur, qui arrive du cimetière avec un sac à dos. Il n'y prête aucune attention, le prenant pour un randonneur qui se dirige vers l'auberge. Il s'est agenouillé pour enfoncer un piquet quand, soudain, il aperçoit un visage qui le fixe de l'autre côté de la brèche et qui entre et sort la langue en une grimace à la fois obscène et simiesque. Les deux visages sont au même niveau, l'un hilar, l'autre figé de surprise, reconnaissant O'Kane, qui devrait être en Angleterre à purger sa peine pour avoir agressé une vieille dame. « En congé de maternité, hein ?» glousse O'Kane. « Eh, pour sûr, j'ai pris ma retraite. Il y a plus de 18 mois maintenant. Alors je bricole. Je répare ma haie parce qu'il faut empêcher le bétail d'entrer ou de sortir. Vous attendiez pas à me voir, hein? Ah non, pas vraiment. Et comme ça, tu reviens faire un petit tour à la maison? Ouais, pour de bon. Je leur ai flanqué une de ces frousses avec mon négativisme, la définition du négativisme, se refuser à toutes les tentatives de contact. Ergo! On me tend la main, je la retire. Donnez-moi votre main. Le sergent Willet passe la main à travers la brèche. Sa poigne est mortelle. On sent la colère qui s'en dégage. C'est vous le salopard, sergent. Par quoi tout a commencé? Mais enfin, c'était pour ton bien. Tu étais intenable. La tôle, sergent Willet, la tôle a fait de moi un homme. C'est bien ce que j'espérais. Et un monstre, sergent Willet. C'est une lutte inégale entre nous maintenant. Et tout ça va finir ici.
fait-il avec un rire satanique avant de s'évanouir comme un farfadet. Encore à genoux par terre, le sergent Willen sent pas l'herbe trempée, mais la sueur qui ruisselle à travers sa veste et la veine en tire-bouchon de sa tempe qui bat la chamade. Tout ça va finir ici. Ne cesse-t-il de répéter tandis qu'il se relève et rentre chez lui afin de téléphoner à la caserne, les prévenir que le Kinderschreck est de retour pour les persécuter. À compter de cet instant, il observa la femme aux longs cheveux. Il l'observa qui prenait son petit déjeuner, l'observa dans son bain, l'observa prendre une tasse de café, porter des meubles et des sacs de provisions, faisant le va-et-vient avec l'enfant jusqu'à la voiture. Dans ses rêvasseries, à lui, il n'y avait pas d'enfant, rien que lui et elle. Il finit par connaître chacun de ses déplacements, les jours où elle enseignait à l'école, les endroits où elle faisait ses courses, les pubs où elle en prenait un verre et le jour où elle faisait la queue au bureau de poste pour toucher les allocations familiales. Ce jour-là, il devait bien y avoir 10 personnes dans la queue, entre elle et lui, et les gens de chaque côté ne cessaient de se donner des coups de coude et de s'écarter légèrement de lui. « Hein, hello, Michel. Ah, te voilà de retour? Fine salope. Fous-moi le camp, lui répondit-il. Hayley se retourna en riant, puis, sur le point de sortir, elle admira son pull, un pull vert, avec des baies dessus. Il l'avait piqué dans une caravane. Avec l'argent des allocs, il allait lui faire un cadeau. Quand arriva à son tour, la grosse vache du guichet lui dit qu'il n'y avait pas droit avant 8 jours, vu qu'il revenait tout juste. « Pas droit, c'est quoi ces conneries ?» rugit-il en sortant. Plus tard, dans la soirée, il se cacha dans le champ à l'extrémité du mur. La porte était fermée à cause de la pluie. Il resta planqué des heures durant à observer la fumée de tourbe s'élever et se briser en lambeaux. Il n'y avait pas beaucoup d'étoiles. Il y avait des habits à tremper dans une grande cuvette en aluminium sur le poêle. L'enfant écrivait à la table de la cuisine, elle était assise à côté de lui et, de temps à autre, elle se levait pour aller taper le linge avec un maillet de bois et elle tirait sur sa cigarette et avalait la fumée. Quand elle sortit étendre le linge, elle se retrouva si près de lui qu'il imagina qu'elle allait le sentir comme lui la sentait. Elle avait une odeur de propre, comme l'odeur des habits et des flocons blancs dans lesquels elle les avait lavés. Il aurait pu tendre le bras et l'empoigner, mais il n'en fit rien. Elle avait accroché la lampe à pétrole à la corde à linge, et les rayons de lumière l'éclairaient de profil. Son visage, son cou, jusqu'aux jambes du pantalon qu'elle portait. Des pantalons écarlates, pas les jeans qu'elle portait à l'école. « Hé, Ellie, où t'es » appela le gosse depuis la maison. Il était à quelques pas d'elle, imaginant le hurlement qu'elle lâcherait s'il lui sautait dessus. Dès lors, rien ne fut plus jamais pareil, comme si par quelque signal discret, sous-entendu, elle l'avait fait entrer. Le lendemain soir, elle était debout, dans la baignoire en aluminium, du sang qui coulait sur ses cuisses, du sang rouge vif, rouge fuchsia, du sang comme il en avait vu un jour sur sa mère, et il avait crié qu'elle allait mourir. Il jaillissait. Elle versa l'eau d'une cruche, et le sang et l'eau se mélangèrent, ruisselant le long de ses jambes, moins rouges, et le reste de son corps était blanc comme lait. Elle monta se coucher de bonne heure ce soir-là, l'enfant dans ses bras, déjà endormi. Dans sa tête,
Il grimpa les escaliers derrière eux. Un matin, il se mit en rogne parce qu'elle était partie. Il savait où elle avait rangé la clé, sous un pot de fleurs. Et il entra. Avant même de la pousser, il connaissait le craquement de cette porte. Les affaires du petit déjeuner étaient sur la table. Il mangea des céréales à même le paquet, le tenant au-dessus de sa bouche. Au mur, il y avait un calendrier avec une image de femme et d'enfant, un enfant doré dans sa poitrine. Dessous était écrit quelque chose. Il déchiffra le mot étrange, océan, divinité, eau, feu. La femme était toutes ces choses à la fois. Ses collants pliés étaient sur une chaise. Il les prit, les examina et les emporta pour la compagnie. Je vous épargne à dessein le chapitre au cours duquel le drame a lieu. Nulle complaisance dans les descriptions. Une écriture factuelle, parfois métaphorique, laissant le soin au lecteur d'imaginer le pire. Et quelque temps après, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la cuisine d'Élie. Une bouilloire a été abandonnée sur le gaz. Une bouilloire neuve par-dessus le marché. Et l'odeur persistante de caoutchouc brûlé. Puis il y a le sac d'Élie. Le médicament que Maddy doit prendre toutes les 4 heures. Et Elmer qui attend sur le buffet. Autant de preuves d'un départ en catastrophe. Dans un coin, sa Rolls-Royce violette, sa vintage comme il dit, et un tas de briques de bois. Cassandra, sa sœur, se dit que peut-être elle a dû le conduire chez le docteur. Elle envisage d'appeler le cabinet, mais elle s'arrête. Être dans la cuisine d'Élie sans Élie est très perturbant. Il lui manque les rires, les fumées, le soupçon de chamaillerie. Cassandra est nerveuse dans les heures qui suivent. En attendant, elle invente des raisons à l'absence d'Élie, se dit qu'elle est vraiment têtue, que souvent elle s'en va sur un coup de tête. Peut-être qu'elle est allée en ville. Elle grimpe les escaliers pour voir si le sac de voyage turc d'Élie est à sa place habituelle sous le lit. À sa vue, elle tressaille. Elle téléphone à 3 amis, ne trouve que Hildegarde chez elle et se rend ridicule en faisant part de son angoisse. Elle a droit à une homélie sur Élie, qui est un esprit libre, une enfant de fée. À cette heure, probablement, se promène-t-elle le long d'une rivière en compagnie de Maddy et d'un nouvel admirateur qui lui fait la cour. Au matin, comme il n'était toujours pas rentré, Cassandra a filé à la caserne. Elle était fermée. Elle dut tourner une poignée de fer et parler dans un appareil et faire part de son désespoir à un gendarme sans visage à 9-10 kilomètres de là. Il est dédaigneux, lui rappelant qu'une dame adulte, sa sœur donc, était probablement partie pour le long week-end et qui ne l'aurait pas fait, vu le temps magnifique que l'on prévoyait. Elle se fait une image de ce jeune homme, un blanc-bec agité et irritable, parce qu'il n'a pas pu profiter, lui, de ce temps magnifique annoncé. Elle a disparu, insiste-t-elle. Bon, une personne disparue n'est pas une personne disparue avant 7 jours. Elle est très responsable. Elle ne disparaîtrait pas sans me le faire savoir, à moi, sa sœur. Oh, ouais, je l'ai déjà arrêtée plusieurs fois pour excès de vitesse. Du genre artiste, pas vrai, votre sœur? Et qu'y a-t-il de mal à cela? La prochaine fois, madame, vous me demanderez peut-être de lui remettre la récompense de la ménagère de l'année, non? Oh, je vous en prie. Je vous en prie, c'est grave, dit-elle, essayant de le toucher, de dominer sa colère, et subitement,
pitoyablement. Elle s'agenouille sur le gravier, la bouche face à l'appareil, le suppliant de l'accompagner au moins jusqu'au cottage d'Ellie pour voir s'il n'y a rien d'inquiétant. « Je suis désolé, madame, j'ai pas de voiture et je peux pas quitter le poste, vous comprenez, on est un peu court de personnel à cause des jours fériés. Mais je fais quoi, moi ? Allez la chercher si ça vous chante, répond-il. La communication est coupée. Un groupe de femmes se mit en route de très bonne heure le lendemain matin. Dans une brume d'un blanc cotonneux, une présence, si bien que la traversée était comme ouvrir une brèche dans un filet. Elles se dirigeaient vers la forêt de Clouche, un lieu d'une solitude inexorable, immense et calme. Elles descendirent de la voiture et jetèrent un coup d'œil dans un arrière-pays de verdure, d'arbres serrés les uns contre les autres, avec le vent pris au piège comme le sanglot de la mer. Elles regardèrent, puis aperçurent des troncs d'arbres calcinés de l'autre côté. Là, chuchotant, se déplaçant calmement, prudemment, parfois obligés de ramper sous une étagère de branches cassées et inclinées, dans la crainte du moindre remuement, redoutant ce qui pourrait se trouver derrière le prochain tronc d'arbre et celui d'après, légèrement essoufflé, l'air suffocant, silencieux, apeuré, et pourtant animé d'une sorte d'intuition aveugle, certaine que leur détermination les conduira à la mère et au fils, fiers d'avoir trompé la vigilance des gendarmes et des autres volontaires du pays. Elles se sont déployées en éventail, se promettant les unes aux autres de s'appeler souvent par solidarité. Soudain, on entend crier Joséphine. « Les filles, venez vite !» Elle court à travers la broussaille. Et la voix qui indique quelque chose sur le sol avec son parapluie. Un soulier d'enfant, un soulier de toile rose tout crotté qui a perdu son lacet. Sa vue leur donne le frisson. Elle forme un cercle tout autour, un cercle serré maintenant. Et le soulier leur parle d'un enfant qui est passé par là dernièrement, qui a perdu son soulier et à qui on n'a pas permis de faire marche arrière pour le remettre. Il parle de hâte et de captivité, voire de violence. Elle fouille maintenant les sous-bois, elle s'agenouille, enfonce les mains dans des années et des années d'aiguilles de pin entassées et humides. Elle saisisse les branches basses et les secoue, espérant trouver un second soulier, le cardigan, un manteau, tout indice prouvant qu'ils auraient pu passer par là. C'est Anya qui appelle la première. « Madi !» fait-elle, puis « Ellie !» Sa voix est nerveuse, s'attendant presque à être réprimandée, tandis qu'elle les regarde, puis prenant du courage, elle crie les noms avec audace. Puis les autres suivent. Et la répétition des deux noms, Ellie et Madi, arrache le bois somnolent à son inertie, et l'espoir et la peur alternent chez elle, et elle scande. « Où êtes-vous » Leurs appels se répètent d'arbre en arbre, de sillon en sillon, tout en haut et au-delà, et leurs échos leur reviennent dans une pâle et désespérante imitation. Elles décident de rapporter le soulier à la gendarmerie, le portant sur le parapluie comme un trophée. Elles arrivent en ville et se dirigent lentement vers la caserne. Épouvante, hystérie, déchaînement de spéculation. Le soulier repose sur le bureau du sergent, absurdement petit et crotté. Pour lui, il ne constitue en aucune façon un indice, parce que c'est une chaussure d'un gosse de 6 ou 7 ans et que, par-dessus le marché, le gosse disparu portait des Wellington bleus. Les affaires de la femme, ses quelques bijoux, des vêtements et des sous-vêtements,
sont dans un carton, par terre. Et au fond de son bureau, son journal intime, qu'il a lu et qui lui a parfois inspiré une répugnance morale, à cause de certaines confidences tournant autour des hommes et du désir. Elle a joué avec le feu, se dit-il à part lui, regardant les vêtements, puis la foule qui se presse au portail, qui veut savoir et qui bientôt se met à protester, parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts pour retrouver les disparus. Ils sont là, dehors, pour certains, dans leur plus bel habit du dimanche, comme s'ils attendaient un miracle. Ils ont transformé une salle des ventes en centre opérationnel, en point de ralliement des équipes. Ils sont venus avec des bâtons et des vivres, de l'eau et des chiens, pour la plupart des CETES, qui jappent et qui geignent pour qu'on les lâche, pour courir dans les bois. D'un côté de la pièce, on a aménagé une petite salle de classe avec des crayons, des cahiers et des coffrets de puzzle, car on a chargé Vanessa, une étudiante, de s'occuper des petits pendant que leur maman participe à la battue. Tout autour, les armoires, les canapés, les miroirs, les rayonnages et les décorations ajoutent au caractère surréel de la scène, tandis que les gens tournent en rond, impatients d'y aller. Ils en veulent aux gendarmes, mais Bobby, l'américaine, est la seule à dire ce qu'elle a sur le cœur. Du jour où elle a mis les pieds dans le pays, elle empoisonne la vie du sergent. D'abord, ça a été pour se plaindre de la pollution de l'usine. Puis à propos du nouveau lampadaire qui n'est pas aussi discret que les autres. Et maintenant, parce qu'il ne les a pas mobilisés plus tôt. Elle se tient près de lui, remuant l'index pour le semoncer. Mais enfin, Bobby, puisque je vous dis qu'on va tous s'y mettre. Plus d'une centaine de gendarmes mobilisés, des soldats de troupes, un hélicoptère en renfort, fouilles, maison après maison, unités de plongeurs, chiens renifleurs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 3 jours et demi, sergent, qu'Ellie a disparu. 24 heures que vous savez qu'on a vu O'Kane tout près, à l'arrière de sa voiture. Mais enfin, Bobby, nous n'avons pas la moindre preuve qu'il s'agisse d'un enlèvement. Pas la moindre. Alors, à votre avis, elle est où? À l'hôtel, au bord d'une piscine? Et lui, il est où? Bobby, c'est moi qui commande ici, pas vous. Il est où? Oh, il y a 2 ou 3 bois qu'il fréquente. Il est sûrement dans l'un de ces 3 bois. Alors attrapez-le, sergent, conclut-elle, d'un ton véhément. Le renard est invisible. Le renard est invisible. Il ne cesse de le crier depuis le fond du fossé où il s'est planqué toute la nuit. Le renard est invisible. Il crie en vidant l'eau de pluie de ses bottes. L'agitation est à son comble. Il fouille les bateaux, le port, les champs, les appentis. Et il chie dans leurs frocs parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui. Le renard est invisible. Il a vu sa photo dans le journal, juste à côté de la femme, comme des jeunes mariés. Elle a ses 2 yeux, elle regarde. Dans ce fossé avant l'aube, il a un premier aperçu de l'hélico lancé à sa recherche. Il sent leur désespoir, leur façon de filer à travers champs, de monter et de descendre, d'entrer et de sortir, effleurant la cime des arbres, essayant de le repérer. Le renard est invisible. « Vous pourriez m'avoir, mais vous avez peur de moi, salopard !» hurle-t-il dans sa direction, alors que l'appareil survole le lac et l'île où le boucher fait paître son bétail. La vérité, c'est qu'ils se nourrissent tous de leur peur. Edna O'Brien. Merci.